Hello les amis, c'est Cinéboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle triple critique. Ça fait 4 mois, je crois, qu'on ne s'était pas retrouvé pour ce format-là et je suis assez ravi de refaire une vidéo de ce type. Alors, je répète encore une fois le concept, mon avis et ma note sur 3 films vus et sortis très récemment, le tout sans spoiler. Donc, vous pouvez regarder sans crainte la vidéo. Alors, pour cette vidéo-là, on va parler d'un drame historique bouleversant nommé aux Oscars, d'une comédie dramatique japonaise très feel good, et on finira par le biopic sportif le plus attendu de l'année. Mais avant ça, place au générique. On commence avec Hamnet, le drame réalisé par Chloé Zhao, réalisatrice bien connue des fans de Marvel pour avoir notamment dirigé Les Éternels, qui est un film que j'avais trouvé sympa, mais je pense qu'un petit rewatch serait important. Donc j'avais espoir de me prendre une gifle sans attendre patiemment ce film aux 8 nominations aux Oscars 2026. On est en quelque sorte immergé en Angleterre en 1580, en plein cœur de la campagne de Stratford. William Shakespeare, joué par Paul Mescal, un jeune précepteur endetté et en quête de sens, tombe sous le charme magnétique d'Agnès Hathaway, campée par Jessie Buckley, une femme sauvage et mystérieuse que l'on dit liée à la sorcellerie, malgré l'opposition de son père John, joué par David Wilmot, et les mises en garde de sa mère Mary, interprétée par Emily Watson. William épouse Agnès. Alors que leur foyer s'agrandit avec la naissance de Susanna, jouée par Bodhi Ray Bresnack, puis des jumeaux Hamnet, incarnés par Jacoby Joop, et Judith par Olivia Lynes, William part tenter sa chance dans le milieu du théâtre à Londres, poussé par son épouse et son frère Bartholomew, interprété par Joe Alwyn. Tandis qu'il connaît ses premiers succès sur les planches, Agnès reste seule à Stratford pour élever leurs enfants et protéger Judith d'un mal qui rôde. Mais lorsque une menace invisible, la peste, commence à se propager dans le pays, le destin de la famille Shakespeare bascule entre la scène londonienne et les forêts du Warwickshire. Le lien indéfectible entre un père absent et son fils donnera naissance à l'une des œuvres les plus puissantes de l'histoire de l'humanité. C'est très sentimental, contemplatif et porté par un rythme lent qui n'en demeure pas moins savoureux, car la distribution est d'une rare puissance. On a ici une Jessie Buckley exceptionnelle et voir ce personnage si protecteur envers ses enfants heurtés par les drames survenus est forcément gage d'émotion. Pour ce qui est de Paul Mescal, il est de même transcendant, un personnage fébrile, mélancolique et aussi tourmenté qui est à la fois appréciable et pourra en dégoûter certains de ne pas avoir été là, notamment pour sa chère famille. J'ai été complètement transporté par cette Angleterre de fin de la Renaissance, par ces paysages ruraux, médiévaux et forestiers sublimés par des acteurs à leur sommet. Je savais très bien que le choc allait arriver à un moment ou un autre, et voir quand ça arrive, c'est orchestré de manière si fatale qu'on ne peut qu'être moins touché. Même s'il m'en faut beaucoup, j'avoue, pour que je chiale, j'ai eu fréquemment les larmes aux yeux devant cette proposition de tire-larme, mais magnifique. Ce moment où Agnès se rend à Londres, furieuse de découvrir que William a écrit une pièce nommée Hamlet, c'était de haute volée. Elle s'est comme dit, en fait, il s'en fiche de la mort de notre fils, puis la voir comprendre que l'œuvre est un hommage sacré, que William y incarne le spectre un peu du père, on va dire, pour protéger et faire revivre son fils sur scène. Cette réconciliation était juste divine. On retiendra aussi un Jacoby Joop très bon, et je reste confiant vraiment pour l'avenir du jeune acteur, sans parler de cette fin avec On the Nature of Daylight de Max Richter, musique apparue dans plein de longs métrages comme Premier Contact et Shutter Island. Donc voilà, bouleversant cinquième film de la réalisatrice sino-américaine qui s'impose librement comme l'un des piliers de l'année, même si je pense me prendre de plus grandes claques. En ce qui concerne la 98e cérémonie des Oscars, j'aimerais que Jessie Buckley remporte quand même le prix de la meilleure actrice, et pourquoi pas que le film gagne aussi le prix du meilleur scénario adapté, car à présent c'est le meilleur film de l'année, et c'est pourquoi je lui décerne un 4 sur 5. Passons maintenant à Rental Family, une comédie dramatique nippo-américaine réalisée par Hikari, réalisatrice japonaise qui a dirigé quelques épisodes de la série Netflix Acharnée, que j'ai d'ailleurs prévu de rattraper en avril si tout se passe bien, car la saison 2 sortira dans ces eaux-là. Donc on est plongé dans la vie de Philip Vanderploeg, interprété par Brendan Fraser, un acteur américain installé à Tokyo, qui traverse une sorte de période un peu difficile et manque de sens dans sa vie. Il est recruté par une agence japonaise spécialisée dans la Rental Family, donc une entreprise qui propose à des clients solitaires ou en manque de liens sociaux de louer de faux proches ou membres de famille pour jouer des rôles parents, amis, conjoints par exemple. Donc il y a quand même une certaine gamme, on va dire, de personnages très vastes à jouer dans leur vie ou lors d'événements. Donc Philippe accepte ce travail inhabituel et devient même un faux père pour Mia, une jeune fille ayant besoin d'une figure paternelle. Donc au fil de ses missions, ses rôles le font réfléchir sur les autres et sur lui-même, et il a de plus en plus de mal, on va dire, à distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est que du jeu. J'ai eu le plaisir de le voir fin janvier en avant-première, c'était Good Vibes, et le film réussit habilement à toucher et faire rire. Je pense surtout au faux enterrement du début qui est hilarant,
Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez direct, c'est une scène vraiment géniale. Beaucoup de similitudes avec Real Pain l'année dernière, qui traitait des relations, mais aussi de l'héritage et du deuil. Ici, c'est différent, on exploite énormément le principe des familles et amitiés artificielles qui deviennent peu à peu authentiques. Un drame social qui ne me marquera pas, mais reste feel good et appréciable pour ce qu'il est. Pas grand chose qui me reste en tête, mais la majorité du public ont l'air d'adorer. Brendan Fraser, Takehiro Hira, Akira Emoto et Shannon Maina Gorman sont très louables, tandis que le travail visuel est plutôt propre. Le temps file, même si j'ai pas été totalement absorbé, surtout vers la fin. Émotif, mais réconfortant long métrage qui mérite un petit 3 sur 5 selon moi. C'était mignon. On plonge maintenant dans le drame sportif avec Marty Supreme réalisé par Josh Safdie et qui sort très bientôt ou est même déjà en salle quand cette vidéo sortira. J'attendais avec impatience depuis des mois. Le film bénéficie d'une promo massive, des extraits circulaient de partout et avec une moyenne quand même autour de 4,2 sur 5 sur Letterboxd. Je m'attendais quand même à un vrai grand film. Pourtant, je suis un peu passé à côté et même si j'ai pas trouvé ça mauvais, ça m'a beaucoup déçu. Donc on est dans le New York des années 1950 et on y suit Marty Mauser joué par Timothée Chalamet, vendeur de chaussures ambitieux et hustler invétéré, rêvant de devenir champion du monde de ping-pong. Malgré le mépris de son entourage, il quitte le magasin de son oncle Murray, incarné par Larry Razzo Sloman, pour courir après la gloire, enchaîne les tournois en Europe et au Japon et se retrouve pris dans une sorte de spirale faite d'ego, d'échecs et de mauvaises décisions entre sa relation compliquée avec son amie d'enfance Rachel Misler, jouée par Odessa Azion, et sa liaison avec l'ancienne starlet Keystone, campée par Gwyneth Paltrow. Il finit aussi mêlé à des affaires douteuses avec le mari de cette dernière, Milton Rockwell, incarné par Kevin O'Leary. Alors, pour être honnête, j'ai même hésité à boycotter le film nommé aux Oscars. Après une polémique récente, Josh Safdie aurait été au courant d'une scène polémique sur le tournage de Good Time concernant des comportements inappropriés envers une actrice mineure sans intervenir. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, pour être totalement franc, et ça a compté dans ma décision de ne pas aller le voir en salle. J'ai donc découvert en VOD. L'expérience est forcément moins impactante, mais j'ai été surpris et pas forcément dans le bon sens. Libre à chacun d'aller le voir en salle ou pas, je vous respecterai, mais voilà, ça m'a un peu refroidi. Petit avertissement rapide, je reste globalement vague, mais je vais quand même vous évoquer quelques scènes précises pour expliquer mon ressenti, pour vous donner quelques exemples. Donc sur le papier, c'est un beau portrait d'ambition toxique et de rêve américain dévorant. C'est frénétique, intense, parfois étouffant, et la plupart des scènes sont très réussies, notamment je pense au match de ping-pong ou tennis de table, selon comment vous l'appelez. Le souci, c'est que je n'ai presque rien ressenti pendant ces 2h25 et la critique sera forcément très personnelle. C'était pas mauvais, ni même ennuyeux, mais j'ai attendu la claque tout le long et elle n'est jamais venue. Timothée Chalamet est magnétique, c'est indéniable, il habite le rôle, se donne à fond et porte clairement le film. Pour moi, il ne mérite pas l'Oscar, j'ai largement préféré DiCaprio et Ethan Hawke par exemple, mais il est très impressionnant et s'il est dans la catégorie du meilleur acteur, c'est pas pour rien. Gwyneth Paltrow et le reste du casting sont bons aussi, même si aucun ne m'a vraiment marqué. Alors visuellement, c'est très solide, la photographie de Daos Konji est superbe avec une vraie texture et une ambiance années 50 très réussie. L'intro sur Forever Young est étrange mais belle et on est directement donc plongé dans le film. Le final sur Everybody Wants to Rule the World fonctionne bien aussi, même si cette touche très années 80 dénote un peu avec le reste je trouve. Le problème vient surtout de l'émotion. C'est vraiment sur le plan émotionnel que j'ai un gros problème avec le film. Je comprends en fait toute cette trajectoire qu'a le personnage de Marty, mais je suis resté à distance. Il passe sans cesse en fait de l'arrogant insupportable au sportif courageux et j'ai vraiment pas réussi à m'attacher à lui. Alors j'ai pas toujours besoin d'identifier un personnage pour apprécier un film, mais ici ça a clairement joué et il était super détestable. J'ai aussi trouvé l'ensemble parfois un peu académique, comme si le film voulait être immense et prestigieux sans aller loin dans la prise de risque. Pourtant il y a des idées originales, je pense à la scène du léchage de miel sur l'acteur Bela Kledzi qui est étrange, presque dérangeante mais visuellement forte. La fusillade dans la maison marque aussi, tout comme le match final où Marty exige un vrai duel de pongistes plutôt qu'un simple scénario. Au final, je reconnais ses qualités, la performance de Chalamet, la photo, l'énergie et aussi ce portrait on va dire d'un homme qui se détruit à force de vouloir être le meilleur avant de réaliser en pleurant devant un bébé que tout ne tourne pas qu'autour de sa raquette. Donc c'est sûrement objectivement meilleur que The Smashing Machine de Ben Safdie, que j'avais pourtant bien aimé, mais j'ai toujours un peu de mal avec la patte Safdie. Je ressors donc perplexe et mitigé de cette adaptation libre de Marty Reisman, même si je pense que beaucoup vont adorer au vu des retours très enthousiastes, voire super dithyrambiques. Forcé de constater que je lui mets un 3 sur 5. C'est pas nul, mais l'impact affectif était bas. Voilà les amis, c'était la triple critique du jour.
Pour conclure, je dirais qu'Hamnet est le meilleur, le plus profond mais aussi le plus triste. Rental Family peut être vu comme positif mais vu le sujet peut être négatif d'un autre côté. Et avec beaucoup d'étonnement, Marty Supreme est celui qui m'a le moins embarqué et j'ai du mal à capter la hype. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces films en commentaire et surtout abonnez-vous pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis et à bientôt pour de prochaines vidéos.